Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 13 mai 2022, au sommaire cette semaine, 5 articles. Un an après, comment les retailers ont tiré profit des confinements, à lire sur le JDN. L'expérience du consommateur, objectif premier de l'omnicanal, à lire sur acturetail.fr. Le product content, un levier de confiance et de croissance, à lire sur e-commerce mag. Il faut compter entre 4 et 6 mois pour rentabiliser une opération de live shopping, à lire sur le JDN. Fnac Darty lance un service de visio dédié à la maintenance et à l'entretien des produits, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Si vous êtes intéressé, alors contactez-moi. Par ailleurs, je vous invite à découvrir le nouvel épisode de la semaine, le numéro 138, dans lequel Gilles Raison, CEO de monmarché.fr, vous raconte le fonctionnement passionnant de la livraison de produits alimentaires frais. Teasing, rien qu'à Paris intramuros, le marché représente 3 milliards d'euros par an. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Un an après, comment les retailers ont tiré profit des confinements, à lire sur le JDN en date du 12 mai. Drive, livraison, click and collect, entre mars 2020 et mai 2021, les distributeurs ont dû s'adapter en urgence pour pallier les fermetures et absorber le flux de commandes en ligne. Ces innovations sont aujourd'hui pérennes et optimisées. Face aux fermetures de magasins et à l'afflux de commandes en ligne, lors des confinements, les distributeurs ont dû faire preuve d'agilité pour répondre aux nouveaux besoins de leurs consommateurs. Les solutions rapidement testées et mises en place ont depuis fait leur place dans les stratégies omnicanales de ces enseignes. À l'image des drives mis en place par les enseignes du non-alimentaire lors du premier confinement en mars 2020, qui font désormais partie du paysage des points de contact entre distributeurs et leurs clients. Nous avons été les premiers en non-alimentaire à mettre en place des drives sur les parkings de nos magasins Castorama et Brico Dépôt, avec un modèle d'abord artisanal, sans contact et entièrement balisé. Détail Romain Rouleau, le directeur de la stratégie digitale de Kingfisher, la maison mère des 2 enseignes de bricolage. Nous nous sommes transformés en cherchant des solutions malignes, simples et efficaces, poursuit-il. Les enseignes Castorama et Brico Dépôt ont pu ensuite industrialiser leurs solutions de drive sur la base
des enseignements recueillis pendant ces fermetures de magasins, absorber la demande de livraison. Le challenge était important dans un secteur du bricolage encore à la traîne sur les sujets de transformation digitale et alors que les ventes y étaient en progression, plus 13% en 2020, d'après la FMB et l'INOA. Nous avons dû transformer notre point de vente en zone de stockage et de livraison. L'assortiment proposé en ligne a été augmenté. Nous avons accéléré la livraison à domicile, explique Romain Rouleau. Aujourd'hui, nous sommes passés en mode industriel. Entre 2020 et 2021, notre grille de livraison est devenue compétitive et nous avons pu en mesurer la rentabilité, indique-t-il. Même son de cloche chez Decathlon, nous avons dû adapter en démultipliant les formes de livraison en quelques semaines seulement. Cela a été possible grâce à notre utilisation du cloud qui nous a permis de mettre à disposition nos stocks en magasin via des drives, alors qu'ils étaient fermés en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, explique Jérôme Dubreuil, Chief Digital Officer de Decathlon. Les délais de livraison ont été améliorés avec ces stocks unifiés. L'enseigne est en mesure de proposer de la livraison à domicile, du drive et du click and collect. Chez Decathlon, la stratégie 100% cloud adoptée en 2018 s'est révélée être la bonne pour faire preuve d'agilité durant la période. À chaque annonce gouvernementale, le distributeur et concepteur d'articles sportifs enregistrait des volumes de vente 6 à 7 fois supérieurs sur ces plateformes. Nous n'avons pas observé de baisse de chiffre d'affaires en 2020, se félicite le CDO. Dans l'alimentaire aussi. Alors que les offres de livraison étaient déjà nombreuses chez les distributeurs alimentaires, ces derniers ont renforcé leurs propositions, comme le groupe Casino qui possède maintenant des drives sur l'ensemble de ses magasins Casino et a multiplié les partenariats avec les startups de livraison Uber Eats en avril 2020, Deliveroo en avril 2020 aussi et Just Eat en avril 2022. Ces modes de livraison sont en forte croissance, d'après le groupe, plus 48% de chiffre d'affaires sur la livraison à domicile en 2021, drive non compris. Autre innovation liée aux produits cette fois, pendant les confinements de 2020, les enseignes se sont tournées vers l'approvisionnement plus local pour pallier d'éventuelles ruptures à l'image de Monoprix qui a développé son offre locavore aujourd'hui disponible dans 100% de ses magasins. Le distributeur a testé entre octobre 2020 et juin 2021 un dispositif pour indiquer le nombre de kilomètres séparant le magasin du lieu de production. Il a depuis été déployé nationalement. Des corners Decathlon chez Franprix. Pour compenser une offre d'articles de sport plus réduite dans les grands centres-villes et alors que les déplacements étaient limités en avril 2020, Decathlon et Franprix se sont associés pour proposer des corners d'articles sportifs dans les magasins de proximité. D'abord opérationnels sur 20 magasins en Île-de-France, ils sont aujourd'hui déployés dans 65 magasins dans l'Hexagone. En parallèle, une centaine de produits Decathlon sont disponibles sur le site de vente en ligne de Franprix. Decathlon a pérennisé cette solution et permet donc à ses enseignes d'acheter du stock qu'elles vendent à leurs clients. L'équipementier sportif gère aussi directement les espaces définis dans certains magasins, comme c'est le cas avec son corner Decathlon au sein d'un supermarché Auchan à Bordeaux. Le plein de services innovants. Chez Castorama se sont développés en mai et juin 2020 des offres de planification à distance pour la vente de cuisine. L'enseigne propose des rendez-vous avec des spécialistes de la cuisine le soir avec une conception partagée en 3D. Le client peut finaliser directement son achat et en programmer la pause via Need Help, une start-up rachetée en novembre 2020 par Kingfisher. Castorama a aussi lancé en novembre 2020 de nouvelles fonctionnalités sur son application mobile avec le scan de code barre qui fait apparaître une fiche produit complète accompagnée de tutoriels. Les Français se sont passionnés pour le bricolage. À cette période-là, il a donc fallu s'adapter à leur demande de savoir-faire et d'accompagnement, indique Romain Roulant, directeur de la stratégie digitale de Kingfisher. L'application continue d'être perfectionnée et intégrera prochainement un assistant vocal pour accéder à ces tutoriels sans utiliser ses mains. L'enseigne a aussi mis en place à l'été 2020 un moteur de recherche visuel. Les taux de conversion y sont 3 fois supérieurs à ceux des recherches textuelles, affirme Romain Rouleau. Les contraintes générées par les confinements et fermetures de magasins se sont finalement transformées en opportunités économiques et commerciales qui viennent renforcer notre modèle retail classique, explique-t-il. En seulement quelques mois, nous avons connu une accélération équivalente à 3 ans de développement et les outils mis en place se sont pérennisés, explique-t-il.
L'expérience du consommateur, objectif premier de l'omnicanal, à lire sur actu-retail.fr en date du 6 mai. L'avenir du retail sera omnicanal parce que les décisions d'achat se prennent de plus en plus rapidement. Les acteurs du secteur doivent plus que jamais se saisir des aspérités d'un consommateur dont l'œil est tantôt rivé sur son smartphone, tantôt sur le produit en rayon. Pour évoquer ces enjeux de vitesse et d'omnicanalité, Actu Retail a interrogé Jérémy Lévy, partenaire chez Converteo, un cabinet de conseil spécialisé dans la data et le digital. Comment le développement de l'omnicanal a-t-il fait évoluer les prises de décision des consommateurs ? Depuis la crise sanitaire, la tendance générale est à la prise de décision last minute. C'est autant le cas pour les spectacles et les voyages que pour le retail. Les livraisons de courses de dépannage sont bien effectuées en moins de 10 minutes désormais. Même si la vocation première de l'omnicanal n'est pas la vitesse, la multiplication des points de contact, du click and collect au drive piéton en passant par les dark stores, a eu pour effet de favoriser la rapidité de la disponibilité des stocks pour les clients qui passent commande. L'objectif premier de l'omnicanalité porte sur l'expérience du consommateur. Il s'agit avant tout d'offrir aux clients la possibilité de choisir ses canaux d'interaction tout au long du parcours d'achat. Pour un distributeur, cela implique de mutualiser les forces de chaque canal afin de se différencier et de proposer une expérience best in class. Fluidifier le parcours, préparer son achat en ligne, avoir recours à un simulateur depuis chez soi avant de commander, par exemple, une nouvelle cuisine en magasin. C'est pour le consommateur gagner en souplesse et pour le retailer l'assurance de ne pas perdre de lead en suivant le client et en le relançant au bon moment. Il y a donc un sujet non seulement de rapidité mais également et surtout d'expérience client. Cette accélération de la prise de décision dans l'acte d'achat n'est pas nouvelle. L'effet ROPO, Research Online, Purchase Offline, existe depuis longtemps, de même que la recherche sur mobile et les requêtes à proximité. Nous assistons simplement à l'amplification d'une tendance déjà à l'œuvre auparavant. Quelles stratégies peuvent être déployées par les retailers dans le but de relier les parcours et répondre à cette double exigence de rapidité et d'expérience client ? Une bonne stratégie omnicanal suppose, une fine compréhension des comportements de clients. Une analyse de l'existant doit permettre de répondre à plusieurs questions clés, notamment sur la récurrence des achats d'un client omnicanal, son panier moyen ou encore les valeurs à partir desquelles il guide ses choix. Il est établi qu'un client omnicanal consomme en moyenne entre 20 et 30% de plus qu'un autre monocanal. Mais il importe de vérifier au préalable si cet impact de l'omnicanalité s'applique différemment d'un segment client à un autre, d'une catégorie de produits à une autre. Bien comprendre ces dynamiques est primordial pour ajuster sa stratégie en conséquence. La dimension locale est importante. Les comportements varient sensiblement d'une zone géographique à une autre avec des enjeux marketing différents. Il convient bien sûr d'adapter sa stratégie en fonction du territoire concerné. Le magasin aura à chaque fois une vocation différente, parfois showroom dédié à l'expérience, parfois relais avec des entrepôts partagés. Cette connaissance du contexte local est elle aussi indispensable. Rappelons que pour la grande majorité des retailers, 80% du chiffre d'affaires est encore assuré par des magasins physiques. Le online incarne alors moins un objectif exclusif de chiffre d'affaires qu'un levier fort du drive to store. La stratégie à élaborer doit tenir compte de la complémentarité des canaux. De nouveaux dispositifs permettent aujourd'hui d'allier physique et digital. La e-réservation, la prise de rendez-vous et le live shopping sont autant d'exemples. La clé étant de trouver la recette qui combine le meilleur du physique et le meilleur du digital. Le digital est parfois présenté en opposition au magasin traditionnel. Cette approche omnicanal trace-t-elle une voie de réconciliation entre l'un et l'autre ? Le digital peut être accusé de venir cannibaliser le commerce traditionnel. Selon moi, ces reproches émanent surtout d'acteurs qui ont du mal à piloter leur chiffre d'affaires omnicanal, c'est-à-dire des retailers qui utilisent des KPI de contribution par levier, de sorte que chaque canal est concurrent des autres. Cela aboutit à ce sentiment de cannibalisation. Pour cette raison, il est important, à mes yeux, de pouvoir évaluer la performance réalisée grâce à la logistique omnicanal et d'industrialiser cette mesure. L'enjeu est celui de la désilotisation des canaux. Cela passe par des comités de pilotage transversaux rassemblant toutes les directions du e-commerce aux responsables de magasins. Une autre façon de voir les choses est de considérer que le digital vient en réalité
accélérer les ventes en magasin. Il a un rôle de génération de trafic en point de vente et agit comme un moteur de visibilité locale. Remplacer des tracts papier par des campagnes digitales hyper localisées peut amener du trafic et se concrétiser par des passages supplémentaires en caisse. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir à quel point le online a aussi un rôle à jouer sur des échelles de proximité. Enfin, les applications et les sites constituent en tant que tels des assets au service de l'expérience en magasin. Ces outils digitaux deviennent des compagnons des clients, à l'instar de l'app Carrefour qui permet de scanner un produit en supermarché pour afficher son Nutri-Score. De même, le site Castorama indique l'aller ou chercher un produit en magasin. Ces supports online sont pensés non pas dans une optique de vente directe, mais d'amélioration de l'expérience physique. Comment les retailers doivent intégrer l'enjeu de la data dans leur stratégie omnicanal ? Ce qui compte, c'est de mesurer les performances, puis de partager les indicateurs au sein des organisations. C'est une suite logique et ce temps de restitution des données ne doit pas être négligé au travers, par exemple, de tableaux de bord appropriés. Le but est à chaque fois d'aligner les responsables de magasins et les directeurs e-commerce sur les chiffres partagés. Cela peut être des analyses de cohortes clients adaptées à des parcours omnicanaux ou bien la mesure de l'impact du digital sur les ventes en magasin. L'intérêt est ensuite de pouvoir zoomer par catégorie de produits puisque certains d'entre eux, comme une machine à laver, auront un plus fort effet drive to store que d'autres. Et une fois que l'on dispose de tels indicateurs, on est plus à même de prendre de bonnes décisions en matière de visibilité, de communication et de modèles de distribution. Les données doivent absolument être partagées au plus grand nombre. Quelles sont pour vous les tendances retail incontournables du moment ? Nous entrons dans un monde privacy first. Cela s'observe avec la disparition des cookies tiers et des contraintes opposées à l'acquisition de données. Se fait donc ressentir le besoin de s'orienter de plus en plus vers des modèles statistiques et économétriques comme le marketing mixed modeling. C'est une pratique qui va se développer assurément tout en permettant de mesurer les investissements marketing et médias sur les différents canaux. Un autre sujet est l'humanisation du digital. Je citais le live shopping, encore balbutiant en Europe en comparaison avec ce qui est déjà à l'œuvre en Asie. Il n'empêche que les expériences se multiplient et qu'elles révèlent une tendance forte à suivre. Et nous nous dirigeons toujours plus vers de l'ultra-local avec de la TV segmentée et des campagnes qui ne cessent de se personnaliser. Au-delà de l'omnicanalité, la reconfiguration des points de vente agite les réflexions. Je pense que l'optimisation des espaces pour accueillir plus de stockage et limiter les zones de vente. La question se pose aussi s'agissant de la redistribution des réseaux commerciaux pour renforcer le maillage du territoire et diminuer les temps de livraison. Cette recomposition des modèles retail va s'accentuer dans les prochains mois et les prochaines années. Enfin, j'aurais tendance à souligner le phénomène du retail média. La monétisation des espaces online des retailers se développe énormément. C'est aussi l'occasion de procéder à des partages de données et d'insights entre les distributeurs et les marques. Tout l'intérêt étant de comprendre qui achète quoi pour optimiser l'offre et mieux orienter les investissements en communication. Ce sont pour moi les axes de transformation les plus marquants en ce qui concerne le secteur du retail. Le Product Content, un levier de confiance et de croissance à lire sur e-commercemag.fr en date du 2 mai. Une bonne information produit répond aux besoins des clients et les projette dans l'univers de la marque. Distribuée sur tous les points de contact de manière contextualisée, elle relève les défis d'un consommateur exigeant et résolument omnicanal. Le consommateur veut en savoir plus. Entre la poussée du commerce en ligne où l'acheteur navigue en autonomie et le désir d'une partie croissante de la population de consommer responsable, l'attente sur les informations produits ou product content est devenue majeure. Le client s'attend à minima à connaître les caractéristiques du produit qui l'intéresse pour vérifier qu'il correspond bien à ses besoins et l'acheter en toute confiance. Il appréciera d'être étonné ou conquis par une explication sur ses fonctionnalités, son mode de fabrication, son histoire. Les marques ont bien conscience de l'importance de ces informations pour se démarquer, attirer puis convertir un client qui, à défaut d'y trouver son compte, n'hésitera pas à se tourner vers un concurrent mieux disant. Une bonne information produit évite aussi les déceptions et les retours produits au coût non négligeable. Elle permet parfois à la marque de justifier un positionnement prix élevé.
Il ne s'agit pas de proposer la même information à tout le monde, mais une contextualisation et un regard différent selon le point de contact, observe Émeric Coda, directeur commercial Europe du Sud d'Akeneo, spécialiste de l'enrichissement et de la personnalisation des informations produits. Après un premier niveau d'information sur l'application mobile de la marque, les contenus plus longs seront consultables sur ordinateur et éventuellement complétés auprès d'un vendeur en magasin. Sur Facebook et Instagram, la marque misera sur l'émotionnel avec des images impactantes et de l'ultra-personnalisation. S'appuyer sur une solution de Product Information Management, PIM, permet de collecter, d'enrichir et de contextualiser l'information produit, mais aussi de la faire circuler. Si les initiatives liées au Web to Store, au Click and Collect, aux points de vente digitaux, aux tablettes vendeurs ne communiquent pas, elles perdent de la valeur, ajoute-t-il. Sortir des visuels statiques. Dans l'alimentaire, l'information produit est essentielle pour la confiance et le respect des choix alimentaires du client. En 2019, bien avant que la crise sanitaire ne renforce encore les attentes sur la santé par l'alimentation, 58% des Français estimaient déjà que les informations fournies n'étaient pas aussi précises qu'ils le souhaitaient et 63% les jugeaient incomplètes. Si l'emballage laisse peu de place pour aller au-delà des mentions légales et des labels, les sites marchands peuvent rendre ces informations plus aspirationnelles. Il y a plein de manières de mettre en avant la spécialité ou spécificité du produit et de détailler ses ingrédients sous forme d'images, par le biais d'infographies, voire de la manière d'une nature morte, faire figurer le Nutri-Score ou un score Yuka renseigne aussi le consommateur sur les propriétés diététiques du produit, explique Daniel Beau, président de l'Institut d'études Qualicanti. Cette abondance gagne à être organisée. Le site de la marque doit essayer de compacter les informations sur une seule page, prévoir des filtres par ingrédients ou des vignettes qui expliquent le produit pour que le consommateur y ait accès sans avoir besoin de surfer trop longtemps, poursuit-il. Inversement, sur les produits techniques de l'industrie, les informations sont parfois trop légères. Des marques font l'effort d'ouvrir un site vitrine, mais ne transforment pas, car le client doit téléphoner au service client ou se déplacer en magasin pour finaliser son achat, avance Émeric Coda. Les circuits de distribution ont leur importance. La rotation rapide des produits empêche parfois le marketing de mettre en avant des cas d'usage. Des informations sur les produits de grande consommation vendus dans la distribution alimentaire ou spécialisée peuvent se perdre. Certaines marques développent donc le direct to customer pour mieux maîtriser leur image de marque ou celle de leurs produits, assure-t-il. Sur son site marchand, Royal Canin propose les mêmes produits que chez ses distributeurs traditionnels, mais avec un niveau d'information que le client ne trouverait pas en magasin, même avec un vendeur. Les vins d'Alsace ont créé un indice de sucrosité pour les aider à se repérer dans les différents cépages. Beaucoup d'autres domaines gagneraient à créer des échelles, par exemple, pour se rendre compte du niveau sonore des aspirateurs ou de la puissance des sèche-cheveux, note le président de Qualicanti. Les écrans mettent en scène le produit et son usage avec une richesse de plans, une lumière agréable, un commentaire travaillé. Le texte qui vient sur l'image structure le récit et peut rappeler le code typo de la marque. Le commerce physique peut tirer avantage des écrans digitaux qui ont investi les magasins. Ils ont un énorme potentiel à condition de les utiliser intelligemment. Chanel a diffusé sur 3 écrans verticaux de sa boutique de la rue Cambon le défilé de la marque en faisant des gros plans sur les produits. La marque présentait le bon film au bon endroit, fait-il savoir. Les informations RSE sont trop peu mises en avant. Les clients sont de plus en plus attentifs à l'origine des produits, à leurs conditions de fabrication et à leur cycle de vie. La prise de conscience des marques sur le RSE se voit dans les annonces des chefs d'entreprise et dans les rapports annuels, mais encore peu dans les fiches produits, atteste Émeric Coda. Des éléments sur le respect de l'environnement, la réparabilité et la durabilité des produits apparaissent mais ne sont pas assez mis en avant. Le consommateur pourrait pourtant être intéressé par une entreprise qui pratique un sourcing responsable ou travaille sur la réparabilité. Face à de la défiance envers les communications sur les engagements responsables, c'est à la marque d'expliquer ce qui justifie son positionnement et en quoi son produit est vert. Avant que la loi Egalim n'exige de la restauration collective qu'elle propose dans ses menus 50% de produits durables, dont au moins 20% de produits bio, Sodexo avait déjà constaté que ses clients souhaitaient avoir des infos sur les repas bio, cachers, halal, vegan ou préparés avec des produits locaux. Le groupe qui avait structuré l'information proposée à ses consommateurs a pu s'appuyer sur cette base de données pour concevoir des services innovants, développer son catalogue digital, alimenter d'autres supports numériques ou des points de vente avec l'information contextualisée
et potentiellement localisées en fonction des attentes des consommateurs. Les fiches produits à l'épreuve des marketplaces. Les nouvelles tendances du commerce n'ont pas encore intégré tout le potentiel des informations produits. Les marques veulent vendre sur les marketplaces sans que l'image de leurs produits soit dénaturée, mais la plupart de ces places de marché ne retraitent pas les fiches produits car ce n'est pas dans leur priorité et qu'elles traitent beaucoup trop de produits, affirme Émeric Coda. Pour éviter de décevoir le consommateur, les marques doivent s'organiser pour structurer les messages, les adapter à la région et au contexte en s'assurant que la transformation des informations techniques, d'usage ou émotionnelles liées aux exigences et aux contraintes de chaque marketplace soit minimale. Le directeur commercial d'Akeneo se montre peu convaincu à date par les expériences de live shopping qui, selon lui, limitent la profondeur de l'information produit proposé aux consommateurs. L'enjeu reste de taille. Un grand nombre d'informations sur le produit et l'argumentaire de vente devraient être mises à disposition de l'influenceur ou de la personne qui anime la session pour faciliter la promotion. Et des compléments d'informations pour répondre aux questions posées en live sur le chat, note-t-il. Daniel Beau regrette pour sa part que dans leur approche du retail média, les agences médias ne privilégient pas davantage le volet qualitatif. Les audits et éditoriaux des marques présentent toujours les mêmes défauts avec de grandes généralités alors qu'il faut proposer une information précise et documentée et se placer du point de vue du consommateur. Augmenter le pouvoir de conviction des fiches produits reste donc un must pour tirer le meilleur parti des leviers de croissance existants et à venir. Il faut compter entre 4 et 6 mois pour rentabiliser une opération de live shopping, à lire sur le JDN en date du 10 mai. Dans la majorité des cas, le replay est décisif pour obtenir les retours escomptés. Antoine Leclerc, CEO de Cast.tv, plateforme de live shopping avec 350 opérations compteurs, partage son expérience. Le live shopping est-il vraiment efficace ? Tout dépend, il faut apprendre à relativiser ces taux de conversion ahurissants dont tout le monde parle. Toutes ces performances qui font briller les yeux peuvent être réelles, mais elles ne sont pas systématiques. Le live shopping, ce n'est ni plus ni moins qu'une animation commerciale digitalisée. Le succès d'une animation commerciale dépend du choix du produit, de l'offre, de la scénarisation, ainsi que de l'animateur et de sa capacité à donner envie aux gens d'acheter le produit. Les audiences que la marque réussit à rassembler sont aussi décisifs, tout comme leur positionnement dans l'entonnoir de conversion. Une opération répondant à tous les critères clés de réussite rapporte combien généralement ? Pour une bonne opération, on peut observer un chiffre d'affaires de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros générés entre le début du live et la fin de la journée, sachant que le replay continuera à avoir des effets de jour, des effets les jours et les mois qui suivront. Pour cela, il faut que la marque assure une belle visibilité. Au replay, il est hautement recommandé de l'intégrer à la fiche produit. Il est vrai que le KPI tarte à la crème, c'est le chiffre d'affaires. Mais une bonne opération n'est pas nécessairement génératrice de chiffre d'affaires sur le court terme. Le but peut être aussi d'obtenir de la visibilité, de la considération, de positionner la marque, etc. On observe aussi beaucoup d'opérations qui ne font que quelques centaines ou milliers d'euros de recettes. Quelle est la rentabilité observée sur ces opérations de live shopping ? Le live seul ne garantit pas la rentabilité à la grande majorité des opérations. Pour cela, il faut absolument s'appuyer sur le replay qui est un très important générateur d'audience et de conversion. Le replay peut aller jusqu'à quintupler, voire plus la consultation du live et plus que doubler le chiffre d'affaires. Tout est question d'audience. On observe généralement que le replay arrive à multiplier par 2 les audiences au bout de 7 jours. Pour un replay bien mis en avant et accessible sur les fiches produits, ils font compter entre 4 et 6 mois pour que l'opération de live shopping soit rentabilisée. Après, il n'y a pas que les conversions en ligne. Pour beaucoup de secteurs, il faut aussi considérer le repos, le Research Online, Purchase Offline. Dans certaines catégories de produits, comme les robots de cuisine, le consommateur sensibilisé lors du live shopping préférera toucher l'appareil avant de l'acheter. La conversion aura lieu en magasin. Enfin, on observe aussi beaucoup d'opérations de live branding quand la marque se sert du même type de dispositif comme objectif premier de faire découvrir le produit plutôt que de le vendre. Dans ce cas, l'impact s'observera sur l'audience générée, sachant que l'opération permettra à la marque de continuer de valoriser ses contenus sur ses pages sociales et fiches produits. Les marques sont de plus en plus nombreuses à faire un mix entre live shopping et live branding.
Combien ça coûte d'organiser un live shopping? Une opération de live shopping peut coûter entre 10 000 et 15 000 euros en moyenne. Ce chiffre moyen couvre les frais de plateforme pour le live et le replay, l'équipe de production et la gestion de projet et organisation du live. À cela, il faut ajouter si besoin les coûts d'écriture et de scénarisation. Quand la marque ne peut générer cela en interne, éventuellement des frais de studio et bien sûr la rémunération de l'animateur. Ces postes peuvent représenter entre 5 et 10 000 euros, mais la facture peut vite monter à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de l'influenceur choisi ou du studio sélectionné. Il reste encore la partie achat média pour médiatiser le live shopping, fondamental pour faire venir du monde. Au total, si on se base sur la majorité des opérations que nous réalisons, les budgets, tout compris, varient entre 20 et 40 000 euros. On comprend mieux pourquoi, dans la majorité des cas, le live ne suffit pas à rendre l'opération rentable. Il faut vraiment s'intéresser à la visibilité du replay. Ce chiffre n'est cependant pas la règle. Tout dépend de la capacité de la marque à internaliser tout ou partie de l'opération. Je vois parfois passer des opérations très bien faites et intéressantes pour moins de 1 000 euros hors frais d'achat média. Par ailleurs, ce coût peut baisser de manière très significative au fur et à mesure que les marques reproduisent leurs activations. La raison est très simple, toutes les postes, production, plateforme, animateurs, etc., sont revus à la baisse quand les opérations se font de manière récurrente. L'apprentissage et l'expérience permettent aussi d'aboutir à des meilleurs résultats. Quels sont les taux de conversion que vous observez généralement en live shopping? Les taux de conversion dépendront de l'attractivité de l'offre, du prix des cibles touchées, d'une bonne médiatisation, etc. En général, il varie entre 5 et 15%. Sur le live, un taux de conversion supérieur à 15% est exceptionnel. À l'opposé, un taux de moins de 5% signifie que l'opération n'est pas pertinente parce que le produit n'intéresse pas vraiment ou parce que l'audience n'est pas tout à fait adaptée. Quant au replay, tout dépendra de l'appétence de l'audience et donc de la manière dont elle est arrivée au contenu. Si elle était déjà en train de consulter une fiche produit, elle sera sans doute plus encline à convertir. En général, le taux de conversion du replay varie entre 2 et 10%. Il est donc inférieur au taux du live et c'est normal parce que l'activation commerciale n'est pas la même. Mais comme le replay génère plus de visites, le résultat sera important. Combien de personnes les marques arrivent-elles à réunir pour un live shopping? Un live shopping bien médiatisé réunit en général entre 3 000 et 10 000 personnes. Un live shopping correct va quant à lui réunir entre 1 000 et 3 000 personnes. Le live shopping est bien médiatisé quand la marque fait appel à toute la variété de canaux à sa disposition. Social Ads, Google Ads, email, grâce à sa base client, des jeux concours qui sont très intéressants pour driver du monde. Vous êtes une plateforme technologique de live shopping. Combien de campagnes diffusez-vous par mois? Le nombre d'opérations ne cesse d'augmenter. Depuis le lancement de notre plateforme, en octobre 2020, nous avons réalisé 350 lives. L'intensité de chaque mois varie en fonction du calendrier d'animation commerciale. Certains mois, on peut en faire 15 ou 50 lives. Nous sommes à la fois une plateforme technologique et les animateurs d'un écosystème de production de live shopping. Nous fournissons de manière clé en main, tous les outils nécessaires à la diffusion du live et du replay. Et nous animons tout un écosystème d'équipes de production, d'animation, de réalisation. Nous assurons également la gestion du projet pour que chaque opération soit un succès. Fnac Darty lance un service de visio dédié à la maintenance et à l'entretien des produits, à lire sur e-commercemag.fr en date du 13 mai. Disponible au sein du réseau Darty à partir du 12 mai, le service enrichi de Darty Max, abonnement pour entretenir et réparer les appareils en illimité, sera également proposé dans les magasins Fnac à partir du 16 juin. Lancé en octobre 19, l'abonnement Darty Max, abonnement à la réparation pour les appareils des catégories gros et petits électroménagers, TV, home cinéma, son, photo et multimédia, s'enrichit d'un service de maintenance préventive sans surcoût par rapport à l'abonnement initial, doté d'un service de visio. Il permet d'identifier les produits à risque et de mieux les entretenir afin d'allonger leur durée de vie en prévenant les pannes. Alors que 47 à 70% des pannes et des demandes d'assistance sous garantie sont causées par un manque d'entretien ou une mauvaise utilisation, la maintenance des appareils revêt un caractère stratégique pour allonger leur durée de vie, pointe le distributeur. Pour aller plus loin dans l'accompagnement vers une consommation plus durable au sein des foyers, la nouvelle version de Darty Max prend désormais en charge les appareils de tout âge, sans limitation liée à la durée de disponibilité des pièces détachées provenant des enseignes du groupe ou d'ailleurs. Cette nouvelle évolution de notre service Darty Max nous permet de ne plus simplement nous concentrer sur la réparation des pannes, mais bien de les prévenir et de les éviter, explique Vincent Gufflet,
directeur service et opérations de Fnac Darty. Nous nous sommes appuyés sur l'innovation technologique de la visio vendeur, dédiée à l'accompagnement client dans son parcours d'achat online, pour la décliner vers l'entretien et la réparation des produits. Dans la continuité du plan Everyday, nous renforçons notre engagement en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits et nous continuons de répondre aux attentes de nos clients que nous accompagnons au quotidien dans une consommation durable. Une vérification annuelle. Avec ce service de maintenance préventive, chaque client sera contacté une fois par an par les techniciens experts SAV de Fnac Darty afin de vérifier la façon individualisée l'état des produits référencés dans leur abonnement, de faire un point sur les maintenances réalisées ou à opérer et de déclencher une intervention si nécessaire. Grâce à l'expertise des techniciens SAV Darty, ces derniers peuvent facilement identifier le ou les produits qui mériteraient un entretien plus régulier. Le client bénéficiera d'une interface personnalisée, regroupant des conseils et des fiches pratiques pour entretenir ses produits. À partir de celle-ci, il pourra également prendre contact avec les techniciens pour organiser une visio, ainsi que d'accéder à son historique d'opération, de maintenance et de réparation éventuelle. Ce service de maintenance préventive sera intégré aux 3 formules Darty Max à partir du 12 mai. Dans un premier temps disponible sur le réseau Darty, il sera également proposé dans les magasins Fnac à partir du 16 juin. Son déploiement au sein du réseau de proximité de la Fnac permettra au groupe d'atteindre l'objectif de 2 millions d'abonnés Darty Max, actuellement 500 000 abonnés, à l'horizon 2025 et de sensibiliser de nouveaux clients à l'enjeu de l'allongement de la durée de vie des produits. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.